Good morning. Bonjour. Nous allons commencer cette rencontre du comité sénatorial sur les banques et le commerce. Il s'agit de la 10e rencontre sur cette étude spéciale sur la monnaie numérique, y compris les risques, les menaces et les avantages de ces transactions électroniques. Le comité a déjà entendu des présentations de ministères, agences et ministères, y compris le ministère des Finances, la Banque du Canada. Nous avons entendu des universitaires, des spécialistes en économie, en histoire monétaire et en cryptographie. Nous avons également entendu les représentants de la bourse Bitcoin, CA Vertex. Nous avons entendu Interac, PayPal et BitPay. Et nous avons hier entendu les sociétés de crédit Visa et Mastercard. Aujourd'hui, le comité va à nouveau entendre des témoins qui travaillent dans le domaine des monnaies numériques, entre autres les représentants de Bitcoin. Je reçois M. Francis Pouliot, directeur des affaires publiques de l'ambassade Bitcoin qui se trouve à Montréal. Cette ambassade est un organisme à but non lucratif qui veut faciliter et accélérer l'adoption du Bitcoin. On entend de l'Alliance Bitcoin du Canada, M. Stuart Ogner, avocat, et M. Michael Perkland, directeur. M. Ogner se spécialise dans les affaires légales liées à la réglementation des monnaies virtuelles et est co-auteur avec Gillian Friedman, que je vous présenterai tout à l'heure, un chapitre dans ce livre qui sera publié prochainement. M. Perkland est un consultant en matière de sécurité dans le cyberespace et surtout dans la crypto-monnaie. Nous entendrons également Gillian Friedman, avocate, et Guillaume Babin-Tremblay, trésorier. La mission de la Fondation Bitcoin est de faciliter l'échange d'idées sur le Bitcoin et une libre circulation du Bitcoin. Madame Friedman est spécialiste en affaires juridiques. Monsieur Babin-Tremblay est expert technique des monnaies virtuelles. Des témoins fort intéressants, n'est-ce pas? Concernant la façon de procéder ce matin, nous entendrons les allocutions de M. Pouliot, ensuite M. Hegner, M. Perkland, et ensuite nous entendrons les allocutions de Mme Friedman et de M. Babin-Tremblay. M. Pouliot, vous avez 10 minutes. Et les deux autres groupes ont 10 minutes et ils vont diviser ce temps entre 5 minutes chacun. Ceci étant dit, M. Pouliot, vous avez la parole. Monsieur le Président, honorable sénateur, c'est un grand honneur et un privilège pour moi que d'être ici aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord vous remercier de faire cette étude et d'avoir invité l'ambassade Bitcoin. Je m'appelle Francis Pouliot, je suis directeur des affaires publiques de l'ambassade Bitcoin à Montréal. Vous savez, il y a de l'interprétation et peut-être que vous allez un peu trop vite. Donc, je vais reprendre. Alors, je disais, je suis directeur des affaires publiques à l'ambassade Bitcoin à Montréal, que je représente ici aujourd'hui. Je suis aussi directeur général de la Fondation Bitcoin du Canada. J'ai une formation en analyse des politiques d'intérêt public et en économie. L'ambassade Bitcoin est un organisme sans but lucratif ayant ses bureaux à Montréal, sur le boulevard Saint-Laurent. L'ambassade a commencé à exercer son activité en août 2013. C'était le premier organisme à avoir des bureaux se consacrant à la sensibilisation du public et à l'encouragement du développement de la technologie des crypto-devises. Notre modèle a été adopté par nombre d'organisations de par le monde. Mon objectif aujourd'hui vise à vous parler au nom de l'un des plus importants acteurs de ce processus, la communauté décentralisée des utilisateurs, des développeurs et des sympathisants qui participent à l'écosystème Bitcoin. Mon intervention d'aujourd'hui portera sur la nature du Bitcoin à titre d'écosystème de monnaie numérique, ainsi que sur ses avantages économiques et sociaux. Il existe un mouvement social mondial au centre duquel se trouve le Bitcoin et d'autres crypto-devises. Qu'il s'agisse de programmeurs, de mathématiciens, d'avocats, de gens d'affaires influents, la communauté du Bitcoin est animée par la sincère conviction que les crypto-devises entraîneront des changements profonds et bénéfiques. Nombreux sont ceux qui estiment que l'invention des crypto-devises constitue l'une des plus importantes innovations technologiques depuis celle de l'Internet. Mais qu'entend-on exactement par le thème crypto-devises? Pour simplifier les choses, je ne parlerai que de la plus importante d'entre elles, le Bitcoin.
Le Bitcoin est d'abord et avant tout le produit d'un amalgame de technologies résultant de décennies de recherche en mathématiques, cryptographie et systèmes distribués. Selon l'éminent expert en crypto-devises Andreas Antonopoulos, le Bitcoin peut être considéré comme une ingénieuse combinaison des nouvelles technologies suivantes. Un réseau pair à pair décentralisé qu'on appelle le protocole Bitcoin, un système d'émission de devises décentralisé, mathématique et déterministique qu'on appelle le minage de données, un système de vérification des transactions décentralisées qu'on appelle le script de transaction et un grand livre de transactions qu'on appelle la chaîne de blocs. Il est certes important de comprendre comment cette technologie fonctionne, mais il importe encore plus de saisir ce qu'elles nous permettent de faire. La création d'un écosystème monétaire et financier numérique complètement indépendant, pleinement fonctionnel et en croissance constante. Il s'agit de la plus importante et de la plus déterminante expérience économique de l'histoire qui, si elle est couronnée de succès, aura de profondes répercussions socio-économiques. La caractéristique la plus distinctive du Bitcoin est que son réseau et sa devise sont complètement décentralisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contrôlés par personne, ni institution financière, ni organisme gouvernemental. Une autre de ces caractéristiques, c'est que les éléments du réseau de paiement et devises Bitcoin sont liés par ce qu'on pourrait appeler une relation symbiotique. L'un ne peut exister sans l'autre. Bitcoin est à la fois réseau de transactions et unité de valeur transmise par ce réseau. Dans un système monétaire ou financier, certaines tâches doivent être effectuées pour que le système fonctionne. Mentionnons notamment l'émission de devises, la prévention de la contrefaçon, la validation des transactions entre utilisateurs, le suivi des bilans et le stockage physique ou numérique de l'argent. Ces tâches sont aujourd'hui exercées par un oligopole d'institutions financières, de sociétés de cartes de crédit et de banques centrales. La capacité d'une personne d'accumuler et de transférer la richesse est fortement tributaire de ces institutions centralisées. Les institutions financières et banques centrales traditionnelles demandent aux consommateurs de leur faire confiance pour avoir accès aux services financiers et aux services de devises nationales. Ces dernières années seulement, nous avons été témoins partout dans le monde d'innombrables cas de fraude par carte de crédit, de sauvetage de banque, d'inflation monétaire, de censure financière, de saisie d'actifs arbitraires et de violation des renseignements personnels. Autrement dit, la confiance des consommateurs s'érode sans cesse. Avec Bitcoin, les tâches subventionnées sont effectuées collectivement par les participants dans le réseau de manière décentralisée. Essentiellement, Bitcoin est un réseau consensuel distribué qui maintient un grand livre sûr et digne de confiance. L'efficacité et la coordination de ces tâches sont assurées parce que les technologies sous-jacentes au Bitcoin sont conçues pour produire des structures d'incitatifs que respecteront spontanément les participants. La confiance dont jouit le système est fondée sur le calcul et le cryptage plutôt que sur l'accès restreint. Cela enlève le risque d'une mauvaise utilisation, d'abus et de faiblesse du système venant du contrôle centralisé du système par quelques personnes. Bitcoin a aussi d'intéressantes répercussions philosophiques. Dans la pensée libérale, les gens ont des droits qui sont inhérents à leur existence même, plutôt que d'être concédés par les pouvoirs publics. Bitcoin constitue la première application pratique de ce concept en matière de droit de propriété. Les actifs numériques sont stockés comme des entrées dans un grand livre décentralisé, sans l'intervention d'une tierce partie comme une banque. Au sein du réseau Bitcoin, ce droit est inaliénable et autoprotégé au moyen de techniques de cryptage. La liberté des transactions est également absolue et irrévocable puisque, au sein du réseau, il est tout simplement impossible d'arrêter la réalisation d'une transaction. Les répercussions ne sont pas que philosophiques. Le pouvoir libérateur du Bitcoin s'accompagne d'avantages économiques considérables. Le réseau Bitcoin permet aux parties consentantes de transiger instantanément et directement ensemble sans devoir passer par une tierce partie n'importe où dans le monde, moyennant des frais minimes. Aucune documentation ni permis ne sont nécessaires. Il permet essentiellement à n'importe qui, n'importe où dans le monde, quel que soit son état ou sa situation financière, de téléporter de l'argent d'une voûte impénétrable à une autre. En supprimant la nécessité de faire confiance à un intermédiaire pour conclure une transaction, Bitcoin élimine toutes les frictions ou tous les défauts économiques liés à l'intermédiation. Il rend l'activité commerciale et financière moins coûteuse, plus conviviale et plus sûre. Il assure le réinvestissement efficace des ressources précédemment perdues dans les transactions. Pour l'utilisateur moyen, le Bitcoin remplira le même office que la carte de crédit, quoique plus rapidement, sans le risque de fraude ou de vol d'identité et sans les frais élevés. Il est important pour les décideurs de se souvenir de l'origine des crypto-devises. Il ne s'agit pas simplement d'un autre système de paiement à être étudié dans le cadre conceptuel des services financiers classiques. Ce n'est pas non plus une nouvelle forme d'argent dont les propriétés macroéconomiques peuvent être examinées hors contexte, comme s'il s'agissait d'une autre devise étrangère, d'un bien ou d'un métal précieux.
La popularité croissante du Bitcoin doit être inscrite dans le cadre du processus d'évolution créative, le processus par lequel de nouvelles et meilleures technologies remplacent les précédentes devenues obsolètes. Tous profitent de ce processus, sauf les modèles d'entreprise qui sont graduellement rendus obsolètes et qui, selon toute vraisemblance, s'efforceront le plus de ralentir la montée des monnaies numériques. À cet égard, je parle uniquement de Bitcoin, dont la première fonction consiste à transférer de la valeur. Il y a d'autres crypto-devises qui favorisent la conclusion de contrats intelligents, la formation de sociétés autonomes décentralisées et la création de marchés de biens, de services et de produits financiers décentralisés. Si ces technologies deviennent fonctionnelles et largement acceptées, il n'y a pas de limite aux gains d'efficience qui peuvent être réalisés. Évidemment, avec une plus grande liberté vient une responsabilité accrue, ce qui est synonyme de risque accru. Bitcoin a souffert de cyberattaques, d'atteintes à sa réputation, de faillites, de restrictions gouvernementales et d'incroyables fluctuations de prix. Il a été déclaré mort à plusieurs reprises, mais il est toujours vivant et plus fort que jamais. Cela s'explique par le fait que dans Bitcoin, les risques sont assumés principalement par les acteurs individuels et ne sont pas transférés dans l'ensemble du système. L'échec d'un acteur n'a pas d'effet néfaste sur le système dans son ensemble. En fait, le système Bitcoin ne craint pas ces échecs parce qu'il lui donne l'occasion d'évoluer et de se renforcer. Par exemple, l'échec de Mt. Gox, à l'époque la plus importante bourse d'échange de Bitcoin, a mené à d'incroyables innovations sur le plan de la sécurité et l'établissement de modèles d'affaires. Compte tenu de cette qualité évolutive, il ne convient peut-être pas de diminuer artificiellement ces risques par la réglementation alors que l'innovation continue de rendre Bitcoin plus sûr. En guise de conclusion, je voudrais vous dire quelques mots sur Bitcoin et le Canada. Le Canada est en train de se doter d'un important avantage concurrentiel comparativement à d'autres pays sur les plans des possibilités d'investissement de capitaux et de création d'emplois. Notre pays est maintenant considéré comme un chef de file mondial favorable au Bitcoin dans le secteur des crypto-devises. Cette réputation acquérera une valeur inestimable lorsque le monde entier adoptera cette technologie. Les données se font rares et difficiles à obtenir, mais nous savons que nous disposons de la plus grande quantité de guichets automatiques de Bitcoin dans le monde. Plus tôt cette année, le Canada s'est classé au 2e rang mondial sur le plan des investissements dans Bitcoin. Le Canada est un pays féru de technologie, profitant d'un large accès à Internet et d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Le Canada a la chance de jouir de tarifs d'électricité très concurrentiels qui sont susceptibles de faire de lui une destination de choix pour les opérations de minage de crypto-devises. On compte des groupes de discussion Bitcoin dans presque toutes les grandes villes canadiennes, ainsi qu'au moins 5 organisations Bitcoin influentes. Le Canada pourrait fort bien devenir la plaque tournante mondiale du secteur des crypto-devises qui attirera des investissements et des emplois de qualité. L'économie des consommateurs de demain sera fortement tributaire des interactions économiques dans Internet. Nous pouvons entrevoir un avenir où les particuliers de différents pays échangeront des biens et des services, feront des affaires et négocieront des contrats électroniques auto-exécutoires instantanément et directement à l'aide de systèmes de crypto-devises. Mais pour l'avenir prévisible, ces interactions seront menées à l'aide de logiciels et de plateformes en ligne devant nécessairement être conçus et développés par des gens. Il y aura une demande mondiale pour ces services et nous pouvons en tirer profit, comme si ces pays sont conçus, comme si ces services sont conçus chez nous, plutôt que dans d'autres pays. Merci. J'ai hâte de répondre à vos questions sur le concept de crypto-devise, les risques et les avantages qui y sont associés, ainsi que sur l'économie du Bitcoin. Merci beaucoup. Nous allons maintenant entendre M. Ogner. Monsieur le Président, chers sénateurs, je suis fort heureux d'être avec vous ce matin pour parler de cette monnaie numérique. Je veux vous remercier de votre invitation et de remercier votre greffière de m'avoir aidé à me préparer. M. Perklin et moi avons de courtes déclarations à faire et après quoi nous pourrons répondre à vos questions. Plus tôt, Monsieur le Président, vous en avez parlé et je vous ai donné un avant-projet écrit par Mme Freecon et moi sur le droit du Bitcoin au Canada. Un document sera publié lors des prochains mois et cela pourra vous inspirer dans vos délibérations. Nous avons donné donc cet avant-projet à Mme Reynolds. D'entrée de jeu, je tiens à vous dire que le travail du comité est suivi avec un vif intérêt par le milieu de la crypto-monnaie. Je ne connais aucun autre organe parlementaire dans le monde entier qui ait publiquement examiné autant de documents et d'avis que ce comité. Nombre des questions et des discussions que ces audiences ont suscitées ont été excellentes. Nous représentons la Bitcoin Alliance of Canada, une personne morale, sans but lucratif fédéral, visant à sensibiliser les consommateurs et consommatrices, les commerçants et les décideurs au Bitcoin, à promouvoir l'adoption du Bitcoin au Canada et à poursuivre l'étude et la recherche sur le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies.
Il est difficile de catégoriser cette technologie du Bitcoin. Ce n'est pas surprenant, car le Bitcoin comporte tellement de caractéristiques qu'il aura innovateur et spécial. Dans certains secteurs de la loi, les structures existantes semblent prêtes et aptes à régir le Bitcoin. Dans d'autres cas, le Bitcoin ne semble pas s'insérer très bien dans les règles existantes. Je voudrais vous parler très brièvement de certaines de ces questions. Commençons par les modifications apportées au budget. Le gouvernement a voulu traiter des monnaies virtuelles en vertu de la loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. On a voulu ajouter commerce d'une monnaie virtuelle tel que défini par la règle. Des représentants du ministère des Finances ont parlé de ce changement lorsqu'ils vous ont rencontré au printemps. Ils vous ont donné un aperçu du sens de ce que voulait dire commerce de monnaie virtuelle. Bien que cela semble une application raisonnable de l'utilité du Bitcoin, nous réservons notre jugement sur ces modifications jusqu'à ce que nous ayons pris connaissance du libellé exact des nouveaux règlements. Une des grandes questions soulevées par le Bitcoin, qu'est-ce que l'argent? Et par cela, je veux dire non seulement l'argent comme nous l'utilisons dans la vie de tous les jours, mais qu'est-ce que ça veut dire sur le plan légal lorsqu'on parle d'argent? Et il semble que c'est une question étrange mais fondamentale, étant donné que l'on parle ici d'argent. Ma réponse, comme on le dit dans le document, c'est que l'argent légal au Canada n'inclut pas le Bitcoin. L'ARC et la Banque du Canada ne considèrent pas le Bitcoin comme de l'argent. Ce n'est pas de l'argent ayant cours légal, puisqu'il n'est mis en circulation par aucun État et n'est pas universellement accepté. Mais on pourrait se dire, et alors? Mais la réponse à cette question a d'importantes répercussions, car si le Bitcoin n'est pas une monnaie ayant cours légal, il ne peut donc pas, par exemple, servir à libeller un titre négociable au terme de la loi relative aux lettres de change. Et si cela est vrai, il s'ensuit que les titres libellés en Bitcoin et les Bitcoins eux-mêmes pourraient faire l'objet de créances prioritaires dans les transactions commerciales. Dans certains cas, il n'est pas clair comment la loi peut régir le Bitcoin. Cela ne veut pas dire que le Bitcoin n'est pas un outil brillant et qu'il n'est pas profondément novateur. Il l'est. Et cela ne signifie non plus que le Bitcoin ne trouvera pas sa façon de résoudre ces questions. Ce que cela veut dire, en revanche, c'est que la loi est étroite et ne peut pas s'appliquer aussi bien à certaines innovations. Finalement, je voudrais parler de la lutte contre le blanchiment d'argent. Il y a un mythe voulant que les entreprises recourant au Bitcoin ne peuvent être amenées sous le parapluie d'un régime approprié de la lutte contre le blanchiment d'argent. C'est sûr qu'il y a des défis d'application pour les participants du Bitcoin, mais on peut relever ces défis. On les relève, en fait. Par exemple, on peut identifier les détenteurs des fonds et les lier avec la source des fonds. Nous estimons que le défi se présentant aux autorités chargées de l'application des lois est nouveau, mais pas nécessairement plus grand. Je vais laisser Michael le soin de parler des techniques d'enquête de façon plus détaillée. Je serai plus qu'heureux de répondre à vos questions. Monsieur Perklin, merci, honorable sénateur. Madame Reynolds, merci de m'avoir invité à prendre la parole ici aujourd'hui au comité. Comme M. Ogner l'a dit, mes observations d'aujourd'hui seront faites du point de vue d'un enquêteur. Depuis 10 ans, j'ai été employé comme enquêteur en crime numérique. J'ai mené des enquêtes sur des cas de fraude, de blanchiment d'argent et de vol d'identité réalisés à l'aide de la technologie, tant les dispositifs classiques comme le téléphone cellulaire et les ordinateurs et les dispositifs avancés comme les virus informatiques et les malicieux qui sont conçus pour voler des bitcoins. Mes observations d'aujourd'hui porteront sur la façon dont la technologie de la crypto-monnaie influe sur le processus d'enquête utilisé par les banques et les sociétés pour enquêter sur la fraude, le blanchiment d'argent et le vol d'identité. Le fait est que la crypto-monnaie, comme le Bitcoin, peut être utilisée pour blanchir de l'argent et comme instrument dans la perpétration d'un acte criminel. Soulignons toutefois qu'on peut en dire autant des dollars canadiens, des cartes prépayées comme les cartes cadeaux et de tout autre bien de valeur, qu'il soit de nature physique ou virtuelle. Il incombe à quiconque se sert du dispositif de le faire de manière appropriée et conformément aux lois ou règlements. Mais il y a des différences importantes dans le fonctionnement de la technologie de la crypto-monnaie qui procurent des avantages aux enquêteurs pour mieux garantir l'observation des lois applicables. Je voudrais souligner aujourd'hui une de ces plus grandes différences.
Quand par le passé on menait des enquêtes sur des cas de blanchiment d'argent, il arrivait souvent de voir des retraits de fonds vers différents comptes bancaires de bout à l'autre du pays ou d'autres pays. Pour son enquête, notre équipe demandait les dossiers bancaires pour un compte précis. Par exemple, la Banque royale du Canada. Naturellement, ces demandes prenaient du temps. Il était donc typique qu'il y ait de retard de 2 à 3 semaines, après quoi on recevait la liste de transactions pour une banque donnée. Après avoir examiné cette information, on identifiait la transaction pour la réception ou l'envoi de compte d'une banque à l'autre. Par exemple, la CIBC. Les enquêteurs ensuite devaient demander les dossiers de la CIBC pour se rendre compte que ça provenait d'un autre compte, disons la Banque de Montréal. Remarquons que cet exemple ne parle que des banques canadiennes, mais si l'argent a été reçu de banques d'autres pays, à ce moment-là, cela causait encore plus de retard. Chaque jour au Canada, les entreprises doivent faire des enquêtes de blanchiment d'argent, de vol d'identité et d'autres crimes. Cela exige beaucoup de travail de la part des enquêteurs et des équipes. Ils doivent collaborer entre eux et avec les banques. Pour le Bitcoin, c'est très différent. Avec le Bitcoin, il faut que chaque pièce soit validée pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de contrefaçon. Le protocole fait cela en entrant chaque transaction et en suivant chaque pièce d'une adresse à l'autre dans le réseau. Toute cette information est entreposée dans une chaîne de blocs. Si une pièce peut être retracée à une transaction dans ce grand livre, on prouve ainsi que c'est véritable. Ces chaînes de blocs peuvent être lues par tous. Tout numéro de compte est énuméré en tant qu'adresse et chaque solde peut être facilement calculé en ajoutant les transactions. Une enquête dans l'écoulement de l'argent découlant d'une transaction frauduleuse peut être aussi simple. On peut donc simplement lire un chiffrier. Le mécanisme expose le mouvement des fonds et fait des crypto-monnaies comme le Bitcoin une des formes de valeur les plus facilement retraçables. Les entrepreneurs et professionnels canadiens ont des projets dans l'espace de la crypto-monnaie. Les décideurs politiques veulent adopter de nouvelles règles et nous allons continuer à prôner une approche qui n'empêche pas l'innovation. Merci beaucoup. Monsieur le Président, honorable sénateur, Monsieur Babin et moi-même sommes tous deux directeurs de la Bitcoin Foundation of Canada, la BFC. Au nom de notre organisation, nous vous remercions de nous avoir invités à comparaître. La BFC est une société sans but lucratif à charte fédérale. Une organisation mondiale, la Bitcoin Foundation a son siège aux États-Unis et nous sommes affiliés à cette fondation. On compte 9 fondations Bitcoin dans autant de pays. Et on coordonne les initiatives destinées à protéger et promouvoir le Bitcoin au Canada. Je m'exprime ici aussi en tant que membre du barreau du Québec. Je vais me concentrer sur les lois québécoises en matière de protection des consommateurs et sur la monnaie numérique, c'est-à-dire le Bitcoin pour le cas ici. Pour savoir quelles règles de droit s'appliquent, il faut savoir aussi pour quelles fonctions le Bitcoin sera utilisé. Le juge américain Easterbrook a dit le meilleur moyen de savoir quelle loi s'applique, c'est d'étudier les règles générales. Partant de ce principe, il est clair que ceux qui affirment que le Bitcoin n'offre aucune protection aux consommateurs sont dans l'erreur. La question n'est pas de savoir si les consommateurs doivent être protégés. Il s'agit plutôt de savoir s'ils ont besoin de plus de protection que ce qu'ils ont. Les lois de protection des consommateurs sont vastes et s'appliquent aux contrats de consommation de biens et services où on paye en Bitcoin.
De plus, le chapitre sur les ventes du Code civil du Québec s'applique au contrat de change. L'achat par un consommateur de Bitcoin à un agent de change ou à un fournisseur affilié serait donc aussi régi par ces règles. Qu'est-ce que cela signifie? Que les consommateurs qui veulent effectuer un paiement en Bitcoin ou acheter des Bitcoins bénéficient des garanties implicites et légales prévues dans les lois sur la protection des consommateurs et le Code civil. Qui plus est, les services de change de Bitcoin assujettis aux lois en matière de consommation au Québec doivent déclarer tous les frais. Il convient de rappeler que les fournisseurs de services financiers traditionnels sont aussi soumis à ces règles. Ils doivent déclarer les frais de conversion monétaire, comme l'a confirmé plus tôt ce mois-ci la Cour suprême. Les commerçants doivent aussi donner les instructions nécessaires pour protéger les consommateurs contre les risques ou dangers dont ils pourraient autrement ignorer l'existence. Cette obligation est pertinente quand on parle d'une technologie aussi nouvelle que les Bitcoins, puisqu'il y a de nombreux utilisateurs qui ne sont pas au courant des mesures de sécurité d'usage à prendre par précaution. La principale critique du Bitcoin, c'est que le caractère irréversible des transactions est à l'avantage du commerçant au détriment du consommateur. Cela est vu comme un anathème en protection des consommateurs. Mais le droit relatif à la protection des consommateurs n'inclut pas d'obligation concernant la technologie de facturation. Au Québec, les cybercommerçants doivent s'acquitter de leurs obligations avant d'exiger le paiement, à moins qu'on utilise une carte de crédit. Cela signifie que si un cybercommerçant vend des biens et des services pour Bitcoin au Québec à des consommateurs québécois, il doit fournir le bien ou le service avant que le consommateur ne doive le payer. Le secteur du Bitcoin s'est montré très intéressé à trouver ses propres solutions aux problèmes de confiance dans les transactions. L'une d'elles est l'utilisation d'adresses multisignatures qui exigent de multiples permissions ou signatures pour transférer des fonds à partir d'un portefeuille Bitcoin. Un dépositaire légal agissant à titre d'arbitre des différends peut détenir une clé du portefeuille multisignature et le consommateur et le vendeur les deux autres clés. Le droit en matière de valeurs mobilières qui protège le public investisseur est un autre aspect du droit relatif à la protection des consommateurs. Pour les motifs exposés dans le document soumis par le procureur et moi-même, le Bitcoin n'est pas une valeur mobilière. Il n'en demeure pas moins que le Bitcoin ou d'autres actifs numériques peuvent être utilisés comme unité de compte pour une opération sur titre, que ce soit pour une émission ou un fonds d'investissement libellé en Bitcoin. Il importe de voir la monnaie numérique dans le contexte d'une vaste innovation technologique que l'on appelle Organisation autonome décentralisée ou OAD. Les OAD sont des logiciels créés pour fonctionner de façon autonome et reproduire les opérations d'une société. L'utilisation des OAD pour ramasser des fonds, les dépenser et verser des revenus grâce à la participation des intervenants est attendue avec beaucoup d'impatience et fait déjà l'objet d'expérimentation. La délivrance de titres de priorité et leur échange sur le marché secondaire devraient se faire selon les règles provinciales applicables aux valeurs mobilières. Nous devons faire la distinction entre la technologie en matière de monnaie numérique et les programmes et services qui l'utilisent. Lorsque c'est possible, les obligations juridiques doivent reposer sur la fonction plutôt que sur la technologie ou le moyen utilisé. Au nom de l'esprit de concurrence et de neutralité technologique, le traitement juridique de la monnaie numérique devrait éviter de favoriser une technologie plutôt qu'une autre. Le Bitcoin est compliqué et extraordinaire. Il nécessite un haut niveau de compréhension technique. Il est encourageant de voir que le gouvernement du Canada cherche à s'informer avant de prendre quelque décision que ce soit. Je suis très honorée d'avoir pu vous faire part aujourd'hui du fruit de mes réflexions et de mes recherches. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Babin-Tremblay. Merci, Monsieur le Président, honorable sénateur. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour parler de la monnaie numérique. Je suis en ce moment cofondateur et trésorier de la Fondation
Et je suis depuis 12 ans, j'offre depuis 12 ans des services d'expert conseil à des établissements financiers du monde entier. Je me servirai de mon expertise professionnelle en analyse quantitative pour vous présenter de grands indicateurs utilisés pour mesurer différents aspects du réseau Bitcoin. Je vous présenterai ensuite des conclusions qui s'appuient sur des observations de ces indicateurs, des éléments d'analyse fondamentale et mon expérience personnelle dans le secteur depuis 2011. À la période de questions, n'hésitez pas à poser des questions ou des éclaircissements. Je vous inviterai également à m'interroger sur les tendances actuelles et les possibilités d'avenir. La première catégorie d'indicateurs est celle des indicateurs de réseau. Ils offrent l'information sur l'utilisation du réseau Bitcoin et permettent de mesurer ses caractéristiques internes. Ces indicateurs comportent des explications intrinsèques, comme le nombre de transactions par jour ou le nombre d'adresses utilisées, ou d'autres moins évidents, comme le nombre de Bitcoin Days détruits, qui correspond à la mesure de l'âge moyen de Bitcoin circulant à l'intérieur d'une période donnée. Outre cela, il existe ce que j'appellerais des indicateurs externes, qui montrent les liens entre le réseau et le monde physique. Par exemple, le taux de hachage actuel du réseau, la consommation d'énergie approximative ou la somme de travail collectif accompli par le réseau à ce jour. Ces indicateurs permettent de mesurer combien de ressources les mineurs sont prêts à consacrer à l'obtention de nouveaux bitcoins et permettent de déterminer le coût d'acquisition d'un bitcoin. J'inclus également dans cette catégorie des indicateurs d'industrie comme le nombre de portefeuilles et le nombre de distributeurs automatiques, etc. Finalement, les indicateurs financiers suivent l'interface entre les systèmes de coûts forcés et de cryptographie et servent à surveiller le processus continu de découverte du prix de Bitcoin. On peut les voir comme des indicateurs de synthèse. Et les indicateurs de base comprennent bien sûr le taux de change, le volume et la capitalisation boursière. Des indicateurs techniques peuvent également s'appliquer aux crypto-devises comme l'oscillateur de Chaikin servant à mesurer la volatilité des taux de change ou l'indice du flux monétaire qui contribue à estimer la valeur des richesses qui circulent dans le système. Selon des observations fondamentales et les indicateurs que je viens de mentionner, j'ai conclu ce qui suit. Selon pratiquement tous les indicateurs externes du réseau, la croissance du réseau Bitcoin est linéaire et constante depuis 3 ans. Des principes plus convaincants que jamais pointent vers la continuité de cette tendance. Deuxièmement, pendant la même période, la capitalisation boursière et les taux de change ont suivi les modèles de croissance exponentielle typiques d'un réseau en croissance. Cette conclusion concorde avec la loi de Metcalfe, à savoir la valeur d'un réseau correspond à sa quantité de nœuds carrés, comme on peut le montrer en comparant les indicateurs utilisés pour appuyer les conclusions 1 et 2. 3. La volatilité du taux de change diminue rapidement. On peut s'attendre à une meilleure stabilisation avec l'accroissement des possibilités dérivées et de crédits croisés et des processus de conversion de monnaie fiduciaire en crypto-monnaie, ainsi qu'avec l'accroissement général des liquidités à long terme. 4. La Chine continue d'être le moteur des taux de change du Bitcoin. Les échanges chinois représentent approximativement 70% du volume de tous les échanges et déterminent le plus souvent la fluctuation des prix mondiaux. 5. On prévoit la poursuite de la consolidation à court terme de l'industrie du cloud mining en raison de l'accroissement des coûts d'énergie, d'hébergement et de refroidissement par rapport aux recettes de minage prévues, une situation qui devrait permettre de réduire l'écart entre les coûts d'achat et de production de Bitcoin. Il est impossible de conserver la position privilégiée du Canada à l'égard du minage de crypto-devises à l'échelle de la concurrence mondiale en comptant uniquement sur nos coûts énergétiques et de refroidissement. Mais on peut assurer un rôle durable de chef de file au Canada s'il met en place un cadre de réglementation et de fiscalité allégé et neutre du point de vue technique. Le Canada sera ainsi un précurseur, attirera des investissements considérables et générera des avantages pour l'ensemble de l'économie. 7.
Si le remplacement de devises souveraines par le Bitcoin semble improbable, je pense néanmoins que l'utilisation émergente de crypto-devises comme mode de paiement collectif mettra de la pression sur les pays et leaders du secteur privé et qu'ils devront émettre leurs propres crypto-devises concurrentielles pour compléter ou supplanter les monnaies actuelles. Si nous avions un scénario dans lequel un certain nombre de monnaies émises par des États et par des intérêts privés se faisaient concurrence à l'échelle mondiale, on assisterait sans doute à une situation d'efficacité optimale en matière de monnaie et à l'essor du premier véritable réseau de paiement inclusif mondial de toute l'histoire. J'espère que vous avez fourni de l'information utile. Vos questions et commentaires sont maintenant les bienvenus. Merci. Merci beaucoup. Et j'ai beaucoup de noms sur ma liste. Les sénateurs sont très intéressés par ce que vous avez dit. Mais je voudrais commencer par vous poser une question, Monsieur Pouliot. Je dois vous dire que je suis très mélangée et je soupçonne que ce ne sera pas la dernière fois. Si j'en reviens à mes observations liminaires, j'ai dit qu'au printemps cette année, le comité avait entendu le Bitcoin Strategy Group, CA Vertex et BitAccess. Et si je me souviens bien, ils demandent tous une réglementation. Et ils ont dit qu'il fallait y passer enfin. Je regarde ce que vous nous dites et je vois, il est peut-être inutile d'avoir des règlements pour réduire les risques, alors que l'innovation ne cesse d'augmenter la sécurité des bitcoins. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Des règlements ou non? Eh bien, moi, je parle au nom d'un organisme à but non lucratif, même si beaucoup de gens qui nous appuient sont eux à but lucratif. Moi, je parle dans l'intérêt du système en entier. Il est possible que des compagnies aient voulu de la réglementation le plus rapidement possible pour s'y adapter. Et il est possible également qu'il y ait des compagnies qui veulent la réglementation pour d'autres raisons. Mais en tant qu'organisme sans but lucratif, nous croyons que dans l'intérêt du système en général, ce n'est pas vraiment nécessaire. Est-ce que vous, Monsieur Hogne, vous voulez des règlements ou non? Je crois que les participants dans le système sont déjà réglementés. Et comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, le ministère des Finances a dit qu'il y aurait de nouveaux règlements qui inclura les monnaies virtuelles. Mais on ne sait pas ce que les règlements contiennent au juste. Cela dit, j'estime qu'il faut étudier avec soin cette nouvelle réglementation pour qu'elle ne fasse pas de discrimination envers les nouvelles monnaies. Et il faut tenir compte également de la croissance de l'offre au Canada. Il y a des instrumentalités du Bitcoin et d'autres monnaies virtuelles. Il y aura de nouveaux règlements du ministère des Finances. Et il y aura également un autre aspect que vous allez étudier à la phase 2. Alors, il faut respecter l'espace et il faut que cela soit neutre d'un point de vue technologique. Et à ce moment-là, la réglementation serait la bienvenue. Monsieur Babin-Tremblay, la réglementation en soi, c'est tout un mot. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça dépend d'où on se trouve dans l'industrie. Selon moi, l'important, c'est d'éclaircir les choses plutôt que de les réglementations. Souvent, j'ai rencontré le problème suivant. Quand on ouvre un compte bancaire, la plupart des banques hésitent à utiliser les bitcoins. Ils ont un régime de respect de règlements qui ne mentionnent pas les bitcoins. Et donc, il faudrait les aider à résoudre ce problème. Et ce n'est pas tant une question de réglementation. Il s'agit plutôt
De bien situer le Bitcoin dans le système bancaire et financier. Et maintenant, le vice-présidente du comité, la sénatrice Hervieux-Payette. Mes questions sont essentiellement pour les représentants de la Fondation. Je dois vous dire que je suis très étonnée. En vertu de quelle section de la loi sur l'impôt qu'une fondation peut être créée reliée à une monnaie? À ce que je sache, il n'y a pas de fondation sur le dollar. À ce que je sache, il n'y a pas de fondation sur les euros ailleurs. Alors, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est un organisme charitable? C'est un organisme qui a un objectif qui généralement représente les intérêts du petit consommateur canadien? Alors, je n'ai pas bien compris quelle était essentiellement la mission de votre fondation et pourquoi le gouvernement vous qualifierait comme organisme sans but lucratif avec des bénéfices fiscaux. Ça, je dois dire que ça dépasse mon entendement. Alors, je veux savoir vraiment comment vous vous êtes qualifié. Oh, thank you for your question. Merci pour la question. Je serai plus qu'heureuse d'y répondre. La Fondation Bitcoin du Canada est constituée en vertu de la loi sur les sociétés à but non lucratif, c'est-à-dire que des entités juridiques peuvent être constituées en vertu de cette loi à diverses fins. Beaucoup d'organismes à but non lucratif constitués en vertu de cette loi sont également des organismes de bienfaisance reconnus d'intérêt public, comme par exemple les organismes qui financent des activités sportives pour les jeunes. Les sociétés à but non lucratif peuvent être constituées également en vertu de cette loi et dont les objectifs sont simplement d'être à but non lucratif. L'objectif de ces sociétés à but non lucratif est de sensibiliser le public, de surveiller les développements légaux et réglementaires et d'améliorer les protocoles Bitcoin. C'est-à-dire que on n'a pas vraiment une entreprise pour faire de l'argent. C'est ça la différence principale. La Fondation Bitcoin Canada est une société à but non lucratif, mais n'est pas un organisme de bienfaisance enregistré. Ces organismes reçoivent d'avantages fiscaux. Tout le budget, l'argent sur lequel l'argent qui est inclus dans votre fondation, il n'y aura jamais de taxes qui vont être payées ni au gouvernement provincial ni au gouvernement fédéral. Si c'est non-profit, ça veut dire qu'il n'y a aucune... les gouvernements ne bénéficieront pas du tout de votre performance. Well, in principle... En principe, c'est vrai. Je ne suis pas experte fiscale, donc je ne peux pas parler des obligations fiscales d'un organisme à but non lucratif. Our revenue is from donations and from... De dons et des cotisations des membres. J'aurais une question supplémentaire à poser suite à cela. Vous n'êtes pas organisme de bienfaisance, vous n'avez pas de numéro d'organisme de bienfaisance. Vous êtes constitué en vertu des mêmes lois comme le bureau d'assurance, le conseil des viandes, le conseil des banques, etc., n'est-ce pas? Oui, c'est ça. OK, continuez. Un instant, s'il vous plaît. Question, dans un des témoignages, on parle que la Chine continue d'être le moteur des taux de change du Bitcoin. Alors, à moins que je me trompe, il me semble que depuis des années, sur le plan international, la Chine est blâmée pour ne pas évaluer sa monnaie à sa juste valeur. Alors, expliquez-moi donc comment le Bitcoin, maintenant, va devenir un moteur économique, soit 70% par les Chinois, alors que sur un système, le système conventionnel que tous les pays ont pour l'évaluation de leur monnaie, ils ne se sont pas encore approchés même de la réalité de la valeur de leur monnaie, tout simplement jouant sur toutes les règles du jeu sur le marché mondial. Donc,
expliquez-moi comment eux peuvent être un moteur tout en ne respectant pas, quant à moi, le côté équitable de la valeur de leur monnaie. Donc, ça va me faire plaisir de répondre. Essentiellement, on sait que la Chine a une des économies qui est la plus contrôlante au niveau de ses capitaux. Par exemple, c'est très difficile pour quelqu'un qui n'est pas chinois de sortir des yuan de la Chine. Il y a un contrôle, un currency control qui est assez important là. Et je crois que Bitcoin est un peu une réponse à ça. Parce qu'évidemment, Bitcoin n'est pas sanctionné par les gouvernements. D'ailleurs, le gouvernement chinois, depuis, je dirais à peu près un an, là, émet des informations assez contradictoires à savoir si est-ce qu'ils veulent permettre l'utilisation de Bitcoin ou est-ce qu'ils veulent contrôler cela. Et je crois que ultimement, c'est le peuple qui décide. Le peuple parle. Les gens là-bas ont besoin d'alternatives économiques importantes pour pouvoir faire du commerce avec l'extérieur. Et puis, c'est à ce niveau-là, c'est pour ça que Bitcoin connaît une si grande popularité là-bas. C'est qu'on le voit comme une façon de transiger à l'extérieur du pays, de faire du commerce avec d'autres pays, selon des règles qui, justement, ne peuvent pas être imposées par un gouvernement central comme le gouvernement de la Chine le fait actuellement. Mais ce ne serait pas plutôt le fait qu'il y a un grand centre financier qui s'appelle Hong Kong et que probablement Hong Kong est le moteur de tout ça. Et eux, évidemment, n'aiment pas vraiment les politiques continentales. Alors, ils prendraient ce moyen-là, justement, pour passer à côté des règles du gouvernement chinois. Il y a probablement un peu de ça. Cependant, quand j'ai fourni dans le petit document ici en annexe la dernière figure qui donne le breakdown, si on veut, du volume de transactions Bitcoin, c'est vraiment en yuan. CNY, c'est le yuan chinois. Donc, c'est vraiment la devise qui est la plus utilisée pour les échanges en Bitcoin en Chine. Par contre, c'est un très bon point. Il y a aussi des gros échanges à Hong Kong qui, j'imagine aussi, viennent un peu essayer d'enlever la pression, là, de laisser des capitaux entrer et sortir plus librement. Ça doit probablement faire partie de l'équation. Merci, M. le Président. Thank you very much. Senator Tkachuk, to be followed by Senator Massicotte. Thank you very much. Merci pour votre présentation. Je ne sais pas qui répondra, à vous de décider. J'ai une série de questions à poser, en tout cas. Qui utilise le Bitcoin? Beaucoup de gens utilisent le Bitcoin. Des gens d'affaires, des professionnels. Qui sont ces gens, ces usagers? Le Bitcoin est une technologie qui permet un paiement immédiat n'importe où, à n'importe quel endroit, sans friction. Ça peut être utilisé par tous ceux qui veulent faire des paiements partout dans le monde, à quelqu'un qui est assis à côté d'eux ou à quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète. Donc, ça peut être des entreprises et des citoyens et citoyennes de n'importe quel pays. Est-ce que le Bitcoin peut fonctionner sans réglementation? Est-ce que le Bitcoin a besoin d'un cadre réglementaire? On se demande est-ce que ça doit être réglementé ou pas. Est-ce qu'on a besoin de réglementation? Est-ce qu'on peut juste laisser faire et ne pas avoir de réglementation? Les gens l'utilisent, vont continuer de l'utiliser. Pourquoi avez-vous besoin d'un cadre réglementaire? En réponse directe à votre question, on peut dire que le Bitcoin peut survivre sans réglementation, quel que soit le marché. Il n'y a aucune réglementation à l'heure actuelle, d'ailleurs. Maintenant, il peut y avoir des choses comme du blanchiment d'argent, le financement du contre-terrorisme. Il y a également les règles AFTF. Donc, on aurait peut-être besoin d'une certaine réglementation qui s'appliquerait au Bitcoin. Le Bitcoin passe du Bitcoin à l'argent réel, de l'argent réel au Bitcoin. Donc, ça prendrait peut-être un genre de processus de surveillance. Ce serait une surveillance au niveau de la valeur du Bitcoin. Pour ce qui est du blanchiment d'argent, il y a des lois. Par exemple, on peut déplacer tant d'argent ou transférer tant d'argent maximum, par exemple, 10 000 $. Si vous envoyez 10 000 $, quelqu'un doit consigner l'information quelque part. Est-ce qu'il y aurait un maximum de Bitcoin que l'on puisse transférer? Ce sera de plus en plus difficile d'envoyer de l'argent. On ne pourra pas faire n'importe quelle transaction.
Pour répondre à votre question, oui, comme on le dit dans le document, on pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait de la réglementation financière semblable à celle qui existe à l'heure actuelle, où on établit des plafonds pour limiter le blanchiment d'argent. Donc, on s'attend, on ne le sait pas, mais on s'attend à ce qu'il y ait des seuils en dollars canadiens. Et à ce moment-là, on établira une valeur pour décider des rapports qu'il faut faire. Quand on parle de grosses sommes, déjà, les banques doivent faire rapport des transactions de 10 000 $ et plus aux autorités. Si quelqu'un décide de transférer cette somme ou plus en espèces, il n'y a pas vraiment de rapport. Les gens qui participent à une telle transaction doivent informer les autorités. Il n'y a pas de façon de savoir si ça arrive ou pas. Avec le Bitcoin, on utilise toujours la chaîne de blocs comme grand livre. Donc, c'est facile de voir lorsqu'il y a de grands échanges de Bitcoin. Si on veut comparer ça à l'argent en espèces où il y a ce genre de problème, le Bitcoin n'a pas ce genre de problème que connaît l'argent réel. Bon, est-ce qu'on devrait réglementer ou pas le Bitcoin? En fait, dans une grande mesure, le Bitcoin est régi. Le Bitcoin est assujetti aux lois. Il n'y a pas un vide. Il y a une règle de droit ici au pays. Elle s'applique au Bitcoin. Les gens doivent suivre la loi et nos transactions aussi sont sujettes à la loi. Donc, le Bitcoin est déjà, si vous voulez, en ce sens, réglementé. Le ministère des Finances a modifié d'ailleurs la loi anti-blanchiment d'argent. M. Ogner a parlé des risques. On a identifié ces risques relativement au Bitcoin. Peut-être que dans le cas du Bitcoin, ça prendrait une surveillance plus ciblée, mais en raison des amendements au projet de loi C-31, ce sera le cas. Il y a d'autres crypto-monnaies, pas que le Bitcoin. Est-ce qu'on peut faire des échanges entre une crypto-devise et une autre? Et comment on établit la valeur à ce moment-là? Il y a peut-être entre 500 et 1000 devises de rechange à l'heure actuelle. Il y a de nouvelles devises créées à tous les jours pratiquement. Et je dirais enfin c'est difficile à évaluer, mais il y a entre 50 et 100 bourses d'échange de Bitcoin face à d'autres devises. Par exemple, vous pouvez créer un compte, vous déposez des Bitcoins et vous pouvez acheter Litecoin ou Dogecoin. Il y en a beaucoup d'ailleurs de ces échanges et ils ont leur propre taux, ça repose sur le marché. Donc, ils s'arrogent une partie de ça au fur et à mesure. Habituellement, c'est 0,2%. Dans le monde numérique, il y a beaucoup de concurrence, donc les frais sont très, très faibles. J'ai d'autres questions, mais je sais que d'autres veulent prendre la parole. Je prendrai la parole pendant la deuxième ronde. Sénateur Massicotte et ensuite sénateur Bellemare. C'est très intéressant et très important, en fait. Peut-être m'adresser ma question à M. Perkland. On a plusieurs témoignages. Il y a un débat de voir si les transactions de Bitcoin, c'est-tu vraiment confidentiel ou non, ou ça encourage-tu effectivement le blanchiment d'argent? Dans votre présentation que vous faites, je pense que vous reconnaissez que oui, le Bitcoin est assujetti ce risque-là et que c'est un fait. C'est-tu le cas? C'est pas le cas parce que les témoignages ne sont pas toujours similaires. When it comes to... Lorsqu'il s'agit, en fait, pourriez-vous répéter la question et clarifier la question? Enfin, on a entendu différents témoignages. Les transactions Bitcoin sont-elles confidentielles?
donc encouragerait le blanchiment d'argent. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce qu'on peut trouver des renseignements? Est-ce que le CANAF ou d'autres peuvent cerner certaines transactions? Bonne question. Lorsqu'il s'agit de l'utilisation du Bitcoin, chaque transaction passe par la chaîne de blocs. Tout le monde peut voir les fonds qui sont transférés d'un numéro de compte à un autre numéro de compte. Aux États-Unis, on a vu, il y a déjà eu des arrestations liées au blanchiment d'argent associées à ce qu'on appelle le site web Silk Road, où on vend des biens illégaux sur Internet. Des gens liés à cette affaire ont été identifiés et accusés et mis en accusation. On n'a pas encore déterminé de leur culpabilité. Oui, je comprends comment fonctionne le logiciel, mais pouvez-vous trouver les identités grâce aux chaînes de blocs? Réponse: oui, on peut savoir qui est détenteur d'un compte donné en utilisant toutes sortes de techniques d'enquête. Par exemple, l'adresse IP qui a été utilisée pour la transaction, si c'est relié à une résidence, une entreprise ou une autre entité. Donc, lorsque les gens disent que c'est confidentiel, c'est faux. Réponse: ce n'est définitivement pas confidentiel, mais l'identité n'est pas confidentielle. Je sais qu'on peut voir toutes les transactions, mais la personne derrière la transaction peut être identifiée. Réponse: ça peut prendre un peu de travail avant d'identifier le détenteur, mais ce n'est pas insurmontable. Si on regarde les techniques d'enquête numérique, c'est là où je travaillais avant dans ce domaine, c'est pas plus compliqué qu'ailleurs. Donc si la mafia nous écoute, ils devraient mettre fin à leurs pratiques car ils seront exposés, n'est-ce pas? Si vous commettez un crime, quelle que soit la technologie, il y a des façons de vous identifier, oui. Est-ce que je peux poser une autre question, Monsieur le Président? Oui. Ainsi, Monsieur Hugger, vous avez dit que peut-être que ça prendrait une certaine réglementation pour satisfaire les exigences de FINTRAC ou du CANAF concernant les autres devises aussi. Est-ce que le problème, ça pourrait être lorsqu'on fait le minage des données? Les gens se méfient, les gens ont peur qu'il y ait du blanchiment d'argent avec le Bitcoin. Est-ce que la solution, c'est le minage ou le mineur? Écoutez, il y a eu une proclamation royale. Ce sera comme lorsqu'on traite de réelles devises. Et naturellement, il faudra tenir compte de ces mineurs. Est-ce que ça inclura les mineurs? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, le ministère des Finances nous dit que c'est là où ils vont réglementer au niveau du mineur et des minages. Ce sera comme pour les banques, il faudra voir. Les banques peuvent faire ce qu'elles veulent. Est-ce qu'il y a une certitude réglementaire ici? Je pense que les banques peuvent accepter ou refuser des clients comme elles le veulent, n'est-ce pas? Je peux vous dire que c'était très intéressant de vous entendre tous. Je m'attendais à voir des visages un peu arrivés en jeans ou quelque chose comme ça, mais je vois que la communauté Bitcoin pourrait bien passer pour une communauté de banque aussi. Là. Alors, c'est... En tout cas, moi, personnellement, après tout ce qu'on a entendu ici dans ce comité, je peux vous dire une chose, c'est que je suis pas mal intuitionnée que le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies sont là pour l'avenir. C'est un changement de paradigme. Et dans ce changement de paradigme, c'est aussi difficile un peu de tout comprendre et de bien vous questionner. Alors, j'ai une première question. Peut-être c'est M. Pouliot qui va y répondre. On dit, globalement, là, vous dites, ne nous réglementez pas trop. Ça, je comprends, parce que trop de réglementation, ça va vous empêcher d'innover encore plus. Ça, on comprend ça. Et puis, la réglementation peut tuer l'innovation.
Par ailleurs, le Bitcoin, c'est comme un peu la saucisse high grade, excusez-moi, mais je ne veux pas faire de publicité pour aucune saucisse, mais plus on en mange, plus elle est fraîche. Alors, le Bitcoin, plus on l'utilise, plus c'est connu, plus ça va grossir. Alors, si M. Pouliot a dit qu'il y avait des risques à l'utilisation du Bitcoin, et il a vu ça comme étant un élément positif, les risques sont assumés par les individus. Moi, je vois ça comme un élément négatif qui peut empêcher la prolifération des bitcoins. Alors, je me demande, est-ce qu'il y a moyen d'une manière autonome qu'une assurance collective contre les risques se crée dans la communauté du bitcoin? Et si oui, quel va être le coût de cette assurance-là? Ça, c'est ma première question. Donc, merci, c'est vraiment une excellente question. D'ailleurs, c'est important de comprendre qu'on est encore dans les jours, très premiers jours du Bitcoin et des crypto-monnaies. Et c'est pas très facile à utiliser, c'est pas nécessairement très intuitif. Il y a beaucoup de responsabilités additionnelles auxquelles les consommateurs sont pas nécessairement encore habitués aujourd'hui, c'est-à-dire avoir le contrôle sur son argent, ça veut dire sécuriser son argent, faire attention où est-ce qu'on la met, comment on l'utilise. C'est pas nécessairement quelque chose qui est répandu évidemment avec les comptes bancaires, tous les dépôts sont assurés, etc. Je pense que c'est une mentalité qui va graduellement évoluer, donc les gens vont devenir de plus en plus responsables. Par ailleurs, il y a énormément de services qui permettent de sécuriser ces bitcoins, vraiment des innovations fantastiques. Gillian a mentionné les multi-signature addresses, donc ce sont des portefeuilles, des porte-monnaies bitcoin qui requièrent 2 signatures sur 3 pour que les bitcoins soient déplacés, donc on peut pas les perdre accidentellement, et à moins que 2 personnes sur 3 soient malicieuses, ben ils peuvent pas être volés. Donc je pense qu'il faut simplement laisser le temps évoluer un petit peu. C'est vraiment tôt. On pourrait dire qu'on est comme pour l'Internet dans les années début 90, disons. Donc, si je poursuis, si je peux me permettre, si un jeune s'en va en voyage à travers le monde, et puis à supposer que le Bitcoin, il y a des guichets un peu partout, puis qu'il perd ses cartes de crédit, alors il ne peut pas juste se promener avec son iPhone pour aller chercher des Bitcoins. C'est plus compliqué que ça. Là. Ça ne remplacera pas... vous savez, les annonces où on voit là, quelqu'un qui perd tout, puis avec sa carte, il se retrouve dans le désert. Puis, est-ce que le Bitcoin, ça peut faire la même chose? Oui, tout à fait. Essentiellement, moi personnellement, ça m'est arrivé. Je me suis ramassé dans une situation parce que j'avais pas mon portefeuille, je devais payer quelque chose. Heureusement, la personne à qui je devais le payer savait c'était quoi Bitcoin, et puis donc je l'ai payé avec mes Bitcoins directement. À travers votre iPhone? Moi, j'ai un Android, mais oui, c'est le même principe. Même principe. Le téléphone intelligent. Et puis, simplement pour rajouter, il y a aussi des compagnies qui ont commencé à offrir comme produit des Bitcoin wallets qui sont assurés justement. On a par exemple, il y a la Lloyds de Londres qui a fait un partenariat avec une compagnie en Europe, justement pour assurer les dépôts des gens qui laissent leur Bitcoin à cet endroit-là. Il y a aussi d'autres technologies qui sont en train de développer. Il y a beaucoup de nouvelles innovations à ce niveau-là. Par exemple, dans ce qu'on appelle le Provable Solvency, qui se trouve à être une façon pour un échange Bitcoin, par exemple, de démontrer en tout temps qu'il possède bel et bien les réserves qu'il prétend posséder, ce qui est impossible avec le système traditionnel. Actuellement, si je suis une banque et que je voudrais faire un exercice comme ça me prend des auditeurs, ça me prend Ernst & Young, quoi que ce soit, qui vont venir, eux, vérifier mes livres et puis dire « OK, oui, l'argent est bel et bien là, tout est beau ». Dans le cas de Bitcoin, on peut le faire sans avoir recours à un auditeur externe, donc directement par un mécanisme qu'on appelle le Provable Solvency, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, c'est, comme M. Pouliot disait, c'est beaucoup d'innovations comme ça qui sont encore à un stade naissant, là, qui vont prendre encore quelques années avant de voir leur arrivée sur le marché. Mais on a déjà un peu prévu le coup, je dirais, dans l'industrie Bitcoin. Juste une dernière, très rapide. Combien de transactions ça prend pour qu'un Bitcoin meure? Là? Je ne sais pas quelle expression vous avez utilisée. Donc, est-ce qu'il y a un nombre de transactions limité à l'utilisation? Non, en fait, c'est que la mesure à laquelle vous faites référence, le Bitcoin Days Destroyed, oui. C'est en fait le nombre de jours que les bitcoins ont résidé dans un porte-monnaie avant d'être déplacés. Comme par exemple, si moi, mettons, ça fait 1 an que j'ai pas déplacé les bitcoins de mon porte-monnaie et puis que je déplace 100 bitcoins, ça va résulter en
une indication sur cet indicateur-là de 100 fois 365 jours. Donc, c'est le nombre de jours qui ont été détruits. L'importance d'une mesure comme celle-là, c'est pour déterminer un peu qu'est-ce qui se passe avec les early adopters, les gens qui étaient là au début, qu'est-ce qu'ils font avec leur Bitcoin. Un exemple vraiment intéressant, par exemple, quelques jours avant l'implosion de l'échange Mt. Gox, en février, il y a eu, vous l'avez dans les graphiques, là, si vous jetez un coup d'œil, c'est la page, la figure numéro 7, il y a eu beaucoup de spikes, si on veut, dans le nombre de Bitcoin Days destroyed. Et puis, l'investigation est toujours en cours, donc on n'est pas encore tout à fait certain des détails. Mais ce qui a été mentionné par un document qui aurait été leaké sur Internet, c'est que Mt. Gox avait décidé, pour essayer de réduire leur passif, de vendre des bitcoins sur d'autres échanges qui leur appartenaient pas, des bitcoins de clients. Et puis donc, ça a été comme un peu annoncé, je dirais, par le nombre de Bitcoin Days destroyed. Ceux qui jetaient un coup d'œil à ça, maintenant, ils ont vu qu'est-ce qui se passe. Il y a plein de bitcoins qui sont Bitcoin Days destroyed. Ils ont réalisé essentiellement qu'il y avait quelque chose anguille sous roche. Et puis, comme de fait, quelques jours plus tard, le cours de Bitcoin a diminué de beaucoup, suivant la vente de ces bitcoins-là. Donc, ça donne une certaine indication de qu'est-ce qui se passe chez les gens qui détiennent les bitcoins depuis très, très longtemps. Mais ça ne peut pas mourir, un bitcoin, comme une pièce de monnaie qui peut s'user. Non, en fait, on peut perdre la clé privée. Si, mettons, j'ai la seule copie d'une clé privée et puis que je la perds, ces bitcoins-là sont perdus à jamais, là. Ah, OK. Ouais. Merci beaucoup. Senator Ringett to be followed by Senator Black. Sénateur Ringett. Ma première question paraîtra naïve, mais... Oh, merci. Je pense qu'il faut en venir à une compréhension mutuelle du nom donné à cette monnaie. Parce que le comité étudie les monnaies numériques, Monsieur Babin-Tremblay, vous parlez des crypto-devises et des monnaies virtuelles, et Monsieur Pouliot, vous parlez de devises virtuelles. Alors, il y a un problème de clarté à résoudre au sujet de ce phénomène. D'après vous, quel serait le nom que nous devrions tous utiliser pour cette monnaie? Intervention inaudible. Et qu'on parle de crypto-devises, monnaie virtuelle, etc., ont des significations différentes. Une monnaie virtuelle n'existe pas, elle est basée sur un grand livre. C'est comme une carte de crédit où les fonds dans nos comptes bancaires, ce sont des monnaies virtuelles, de l'argent virtuel. Ça existe sur papier. Pour ce qui est d'une monnaie numérique, c'est une monnaie qui n'existe que sur l'Internet. Une crypto-devise, c'est différent. C'est basé sur la cryptographie, sur les lois mathématiques. Alors, nous n'étudions pas la bonne chose. On devrait avoir les crypto-devises. Eh bien, c'est la même chose pour les crypto-devises que les monnaies virtuelles, numériques. Vous avez en fait un cadre qui contient les autres. Quand on parle du Bitcoin, c'est la crypto-devise la plus courante. Bon, à ce moment-là, il y a la question de la réglementation. Si, dans le dernier budget de mise en œuvre du budget, on avait parlé de monnaie virtuelle ou numérique,
Vous savez, le nom d'un produit, c'est très important pour la réglementation, pour les lois. Excellente question. Le projet de loi C-31 de mise en vigueur du budget parle des monnaies virtuelles. On pourrait penser que c'est un problème parce qu'un des exemples mentionnés par le gouvernement pour renforcer la loi, c'était le Bitcoin. Cependant, le gouvernement est libre de définir les monnaies virtuelles comme il le veut. Ça pourrait être un peu inhabituel qu'au fin de cette loi, on parle d'une monnaie décentralisée, échangeable, etc. On ne le saura pas tant qu'on n'aura pas vu les règlements. Et il faudra s'y adapter. Oui, mais d'habitude, dans une loi, la définition est déjà incluse. Ce n'est pas quelque chose qui arrive après l'adoption de la loi. J'espère que le ministère des Finances nous écoute en ce moment pour qu'il clarifie la chose. Il y a une autre chose au sujet de vos exposés qui étaient excellents. Monsieur Pouliot, vous avez dit que le Bitcoin n'avait pas besoin d'un système bancaire. Pourtant, M. Babin-Tremblay a dit que vous aviez demandé à avoir un compte bancaire en Bitcoin et qu'on vous l'avait refusé. Alors, où faut-il aller avec tout ça? Très bonne question. Il est important de faire la différence entre les couches technologiques du Bitcoin et ses applications. On pourrait considérer que c'est un réseau d'ordinateurs qui se parlent entre eux. Je peux envoyer un Bitcoin d'un ordinateur à l'autre et il n'y a aucun problème si tout le monde acceptait des Bitcoins à la station, au poste d'essence, au dépanneur, c'est vrai. Mais le réseau de Bitcoin n'est pas assez grand pour qu'une personne qui vit et travaille à Montréal puisse s'en servir partout. Donc, en tant qu'être humain, il nous faut encore des comptes bancaires et des cartes de crédit. Mais le système de Bitcoin, c'est tout à fait indépendant des systèmes bancaires. Je pourrais vous donner un exemple. Et là où il y a friction avec le système bancaire, c'est, disons qu'on veut lancer une entreprise offrant un service utilisant une crypto-monnaie. Vous embauchez des employés qui veulent être payés en dollars canadiens et pour cela, il faut avoir un compte bancaire pour pouvoir les payer. Et donc, pour les entreprises qui veulent se lancer en utilisant les bitcoins, l'impossibilité d'ouvrir un compte bancaire avec des bitcoins, c'est un gros obstacle. Et ces gens offriraient un service ancillaire. Et c'est un véritable obstacle pour à la croissance de l'industrie. Le sénateur Massicotte a dit que les banques avaient leur propre protocole à suivre. Et avec cette technologie, je dois dire que je ne comprends pas. Il semble y avoir un vrai problème chez eux. Je voudrais ajouter quelque chose, si vous le permettez. Moi, je suis consultant en valeurs mobilières
J'exige un taux horaire, je les conseille sur les crypto-monnaies et je fais également des audits numériques. J'ai essayé d'ouvrir un compte bancaire auprès de 3 grandes banques au Canada. Les 3 m'ont refusé un compte simplement à cause du nom de mon entreprise, Bit Consultant. Parce que j'avais le mot Bit dans mon nom, ils m'ont refusé un compte parce qu'ils craignaient que je transige avec des bitcoins. Quand on transige avec des clients, ils acceptent les bitcoins. Mon avocat le fait, certains de mes vendeurs également, mais quand ils n'acceptent pas de bitcoin, bon, je dois dire que la plupart de mes employés acceptent les bitcoins, mais il y en a qui ne le font pas. Et à ce moment-là, il faut que j'échange mes bitcoins contre de l'argent comptant. Et là, j'ai ces sommes en main que je dois remettre à mes employés en espèces, ce qui n'est pas sécuritaire. Et donc, les entreprises basées sur le Bitcoin ont beaucoup de problèmes avec cette impossibilité d'avoir un compte bancaire. Une supplémentaire, si vous le permettez. Les banques à charte canadiennes ne veulent pas vous offrir ce service. Selon moi, il y a 2 autres options à envisager. Soit que la Banque du Canada joue un rôle au niveau des crypto-monnaies, soit qu'on ait recours à une entité canadienne qui a une charte bancaire et qui a besoin de revenus financiers. C'est Poste Canada. Alors, je vous présente ces options. Qu'en pensez-vous? Si vous me le permettez, je vais commencer. J'espère que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il y ait suffisamment de gens et d'entreprises qui se servent de ces crypto-monnaies et pour que les banques se rendent compte qu'il faut qu'elles offrent des comptes. Et on ne sait pas pourquoi les banques ont si peur. C'est peut-être l'incertitude réglementaire, ça peut être le malentendu, des manques de communication. Monsieur Babin, c'est intéressant que vous mentionniez Poste Canada parce qu'il y a quelques mois, le service des postes américains s'est demandé s'il allait se lancer dans la vente et l'achat des bitcoins. Mais je pense que les banques, à la longue, vont voir que c'est valable pour eux d'avoir des comptes en bitcoin. Il y en a déjà qui commencent à y penser. J'ai été surpris de voir que certaines d'entre elles s'y connaissaient tellement et s'y intéressaient même. Je crois que plus tard, il y aura de la place pour ces nouveaux joueurs. Je crois qu'en ce moment, c'est une question d'incertitude et elles ne savent pas à quoi s'attendre. Et comme vous l'avez mentionné, la clarification, la clarté, c'est important. Si on définit bien le Bitcoin et la façon dont on doit le traiter, je crois que les banques vont finalement offrir ce service. Et je crois qu'il y a une banque en Allemagne et quelques-unes aux États-Unis qui ont commencé à offrir soit le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. La semaine dernière, 2 banques américaines ont annoncé qu'elles offriraient le Ripple, qui est un autre système de crypto-monnaie
C'était 2 banques qui modifiaient leur logiciel pour participer au réseau Ripple. Et donc, il y a de l'intérêt de la part des banques, mais elles ont encore beaucoup de questions. Le sénateur Black. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais me joindre à mes collègues pour vous féliciter de ces exposés extraordinaires. Ça ne fait pas longtemps que je suis ici, mais c'est vraiment un exemple hors pair. Je vous en remercie. Je voudrais vous dire qu'en ce qui me concerne personnellement, je vois mon rôle ici comme étant un rôle de personne qui doit aider l'innovation. Et comment peut-on soutenir cette technologie novatrice? Et c'est ce que je vais faire et vous devez m'aider. On a eu beaucoup de discussions au sujet de la réglementation, mais il nous faut des choses spécifiques. Qu'est-ce que vous aimeriez que le comité fasse pour vous aider dans votre développement? Et soyez très précis. Peut-être que vous répondrez rien. Si c'est le cas, dites-le. Mais s'il y a quelque chose qu'il vous faut pour améliorer la position du Canada en tant que pays de destination pour l'innovation, alors dites-le nous. Chacun de mes collègues ici présents auront certainement des commentaires. Il y a une chose qui avantagerait l'innovation que nous essayons de fournir aux Canadiens, c'est de pouvoir ouvrir un compte bancaire. Lorsque j'accepte des fonds de mes clients en échange de mes services, je vais pouvoir accepter un chèque. Mais je ne peux pas accepter un chèque car mon entreprise n'a pas de compte de banque. Je ne peux tout simplement pas le faire à la fin de l'exercice financier lorsque je dois payer le gouvernement. Je ne peux pas écrire un chèque pour donner au gouvernement canadien l'argent qu'il mérite parce que j'ai fait des affaires ici au Canada. Je dois demander à un de mes employés d'écrire ce chèque à mon nom et je peux rembourser cette personne en Bitcoin car on ne peut pas accepter d'autres fonds que de l'argent en espèces. Donc, en réponse à votre question, sénateur Black, j'aimerais vraiment que les entreprises Bitcoin au Canada puissent ouvrir des comptes bancaires dans les grandes banques. Merci. Nous aimerions vraiment que l'écosystème de crypto-monnaie puisse trouver ses propres solutions et voir comment les choses se dérouleront à court ou à moyen terme. Nous savons que des changements ont été apportés en vertu du C-31. J'aimerais bien que votre comité comprenne et saisisse ce qu'est la crypto-monnaie et n'apporte aucun changement de politique à ce moment-ci. Merci, mais non merci. Une question qui reste en suspens, c'est la question de la classification la classification fiscale. L'ARC a parlé d'avoirs en capitaux non classifiés. Naturellement, il faut toujours avoir à l'esprit le blanchiment d'argent. Donc, il faut éviter la double taxation. Si c'est considéré comme un bien à des fins de gain en capitaux, on ne peut pas, dans un même temps, imposer une taxe de vente et considérer que c'est une devise. Alors, ça, c'est une question qu'il va falloir résoudre. Dans quelle catégorie fiscale va se retrouver le Bitcoin à des fins d'imposition fiscale? Je suis certain que Julian aura une suggestion en ce sens. Mais comme entrepreneur, je peux vous dire que pour moi, c'est la question importante qu'il va falloir éclaircir. Monsieur Ogner l'a très bien dit.
J'ai la même réponse. Et tout ce que je peux ajouter, c'est que il faut penser à la concurrence entre différentes technologies et institutions qui offrent des services financiers. Et il faut être aussi neutre technologiquement que faire se peut. On offre un service différent et ce ne serait pas juste de dire qu'une bourse d'euros en dollars canadiens va être protégée du blanchiment d'argent, alors que si on utilise la monnaie numérique vers des dollars canadiens, les mêmes règles ne s'appliquent pas. Si le risque est le même, si les fonctions sont les mêmes, si on veut être technologiquement neutre, les mêmes lois s'appliquent dans les deux cas. Voilà. On ne fait pas comme ce qu'ont fait les gars à New York. À New York, le surintendant des services financiers a fait une proposition de permis BIT. Ça a été très mal reçu par l'industrie et pour plusieurs raisons. Entre autres, il n'y a pas de neutralité technologique. Ils imposent des exigences supplémentaires aux entreprises de Bitcoin. Et ça va faire que New York va être isolé. Les entreprises vont quitter l'État de New York pour aller dans des administrations qui sont plus conviviales. Mes collègues ont bien résumé. L'important, c'est de ne pas faire de discrimination à l'égard du Bitcoin parce qu'il s'agit d'une technologie différente. Il faut voir quels sont les usages et les fonctions du Bitcoin. Que font les gens avec le Bitcoin? La communauté ne demande pas grand-chose. Je pense que je parle au nom de la majorité de la communauté. On ne veut pas vraiment obtenir l'aide du gouvernement. On n'a pas vraiment besoin d'aide supplémentaire. Mais certaines administrations, certains ministres du Royaume-Uni voient de bon augure le Bitcoin. Le ministre des Finances du Royaume-Uni a annoncé que le Royaume-Uni pourrait devenir une plaque tournante pour le Bitcoin. Donc, il y a des administrations qui sont très positives. Il y en a qui disent que oui, c'est une belle innovation. Le Canada, en réalité, a un grand potentiel dans l'industrie du Bitcoin. C'est déjà beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président. Je serai bref. J'aime pas prendre la parole après le sénateur Blanc qui pose tellement de bonnes questions. Je veux comprendre. Je suis nouveau, d'ailleurs, au comité en passant. Madame Tremblay, vous avez parlé du coût du minage versus le coût de l'achat. En termes de devises canadiennes, quels pourraient être les coûts du minage versus les coûts d'achat? Les coûts de minage varient selon l'organisation et l'organisation de la transaction. Les taux, à l'heure actuelle, sont plus faibles qu'ils l'étaient il y a quelques mois. Environ, le minage, c'est environ 310 $ US. Le coût de l'achat, 3,85 aujourd'hui. Donc, l'écart se rétrécit. Il y a quelques mois, le coût du minage était plus bas que 300 $. On pouvait l'acheter sur la bourse pour 900 ou 1000. Donc, le minage est de moins en moins coûteux et il y a beaucoup de consolidation dans le secteur du minage. Il y a de plus grandes sociétés d'hébergement qui offrent des services nuagiques. Il y a des gens qui ont... Dans le temps, les gens avaient leur propre petite machine dans leur sous-sol. Maintenant, on se retrouve avec une consolidation et il peut y avoir des grands centres de minage, donc des économies d'échelle. Donc, c'est pas demain la veille où on va avoir vraiment un équilibre entre les coûts de production et les coûts d'achat, mais on y arrive. C'est arrivé avant.
La technologie de minage s'appelait ASIC, technologie de circuit intégré. Avant, les gens utilisaient des cartes graphiques, les GPUs. Et à un moment donné, le prix du Bitcoin a chuté à 2 $ et le coût de l'électricité du minage était d'à peu près la même chose. Donc, à un moment donné, les gens débranchaient le minage parce que c'était pas profitable. Je sais pas ce qui va arriver cette fois-ci, car la dynamique est un peu différente. Dans les centres de données, il y a des contrats à long terme, donc vous allez pas débrancher votre machine parce que vous perdez un petit peu d'argent. Vous avez déjà l'espace, vous devez payer pour cet espace, c'est votre plus grande dépense, donc il faut maintenir le minage, même s'il y a un petit peu de perte, vous allez perdre moins que si vous arrêtez complètement le minage. Dernière question. Je sais que la réponse ne peut pas être très précise, mais Monsieur Perklin, vous acceptez des bitcoins en échange d'une consultation sur les bitcoins. C'est comme une activité d'initié, mais quel est le pourcentage d'achat? Le sénateur Gorstein en a acheté, elle les a pas dépensés, ou il les a pas dépensés. Quel est le pourcentage de transactions où il y a de réels échanges entre cette devise et quelqu'un qui a besoin d'un réel bien, là? Bonne question. Petite correction en passant. Ma compagnie offre des services en valeur mobilière. Donc, les valeurs mobilières, ça peut être toutes sortes de valeurs. Et pour répondre à votre question plus directement, quel est le pourcentage de transactions visant... Enfin, c'est quoi encore votre question? Visant des biens ou quoi? Est-ce que c'est juste un échange de bitcoin comme des cartes de baseball ou des cartes de hockey? Dans quelle mesure est-ce qu'il y a des vraies transactions où on achète vraiment quelque chose avec des bitcoins? Bien, ça dépend. Ça dépend du vendeur choisi par votre compagnie. Avec ma compagnie à moi, il y a des coûts. Et on doit remettre l'argent, rembourser l'argent en argent réel. Donc, 35 à 40 de l'argent dépensé doit être converti en dollars réels pour qu'on remette ça au vendeur. Mais dans la majorité des cas, faut payer le personnel, faut payer les comptables, payer les frais juridiques. Ça, c'est en bitcoin parce que les vendeurs veulent bien accepter cela. Donc, ça dépend du vendeur choisi. Dans le monde du bitcoin, là, inaudible. C'est difficile de fournir de tels chiffres car on ne sait pas vraiment qui utilise les bitcoins et à quelle fin. Mais il y a des grandes sociétés qui commencent à accepter les bitcoins depuis à peu près 1 an. Par exemple, Overstock, Expedia, Tiger Direct, Dell. Et toutes ces entreprises ont dit que le pourcentage était plus élevé. Il y a de plus en plus d'achats faits avec de la crypto-monnaie. Donc, on voit que au début, c'était assez spéculatif. Les gens l'achetaient pour voir ce que nous réservait l'avenir. Mais aujourd'hui, on voit que les gens l'utilisent pour acheter des vraies choses, des biens, des services. À Montréal, par exemple, il y a beaucoup d'avocats et de firmes comptables qui acceptent les bitcoins. Et la Fondation Bitcoin et l'ambassade Bitcoin utilisent ces ressources et on les paie, nous, en bitcoin pour leurs services. Donc, il y aura une croissance constante. Et une des étapes majeures, ce sera quand on pourra payer le gaz et la nourriture avec des bitcoins au dépanneur, à l'épicerie. On pourra payer avec des bitcoins. Il y a déjà des initiatives qui ont été prises par certaines entreprises. Par exemple, Bitcoin pour le carburant. C'est comme une genre de carte cadeau que tu achètes avec des bitcoins et que tu peux utiliser pour payer l'essence. Donc, il y aura de plus en plus d'usages.
il y a encore un volet très spéculatif dans l'utilisation des bitcoins. On en est encore au premier balbutiement. Mais dans un même temps, on peut dire qu'il y a de plus en plus d'utilisation pratique du bitcoin. Il y a un service innovateur fourni par une entreprise canadienne de Montréal qui vous permet de payer tout service en ligne. Par exemple, une crédit carte. Vous pouvez utiliser ou acheter tout ce que vous voulez avec votre carte de crédit et rembourser votre carte de crédit avec des bitcoins. Et donc, 95% de ces transactions ainsi faites avec la carte de crédit, vous pouvez rembourser la carte de crédit avec vos bitcoins. Bon, alors ça, c'était la fin de la première ronde de questions. Il y a une deuxième ronde et il y a plein de sénateurs qui ont des questions, même s'il nous reste seulement 25 minutes. Sénateur Massicotte, Dekachuk, Ringuette et d'autres. Ainsi, on pourra partager le temps entre tous. On commence avec le sénateur Tekachuk, ronde 2. Une question de suivi à la question du sénateur Bellemare concernant les utilisateurs. S'il y a un minage de Bitcoin, est-ce qu'à un moment donné, la demande sera trop grande et on ne pourra pas faire le minage? Comment allez-vous absorber l'expansion? Permettez-moi d'y répondre. On sait qu'il y aura 21 millions d'unités de Bitcoin, mais ça peut être divisé en 8 unités numériques. Le taux de change sera plus ou moins l'indicateur clé. En d'autres termes, il n'y aura pas davantage de pièces de Bitcoin, mais une Bitcoin peut être divisée en plus petites unités et ces unités ont plus de valeur en soi. Plus il y a de gens qui l'utiliseront, mieux ce sera sur le réseau. Donc, il faudra voir quelle sera l'expansion du réseau. Et plus il y aura d'utilisateurs, plus le prix sera élevé. On aura une plus petite partie de l'ensemble. Vous avez vu le tableau numéro 1. La valeur du réseau est proportionnelle au nombre d'utilisateurs. Donc, on voit qu'il y a un corollaire parfait entre le taux de change et les transactions quotidiennes. Et quel est le nombre d'usagers? On voit qu'il y a un rapprochement. Plus il y a d'usagers, plus il y a d'adresses uniques, plus la tendance est à la hausse. Deux questions à des fins d'information. Quelqu'un a parlé du nombre de guichets automatiques. Combien de guichets automatiques fournissent des bitcoins au Canada? Malheureusement, je n'ai pas cette information. Ce que je sais, c'est qu'à Montréal, Guillaume, corrige-moi si j'ai tort, il y en a environ 8. À Toronto, on en a installé récemment. Savez-vous combien il y en a à Toronto? Peut-être 10 à Toronto. À Ottawa, il y en a 4. Hein? Je sais qu'il y en a une à quelque part, ça c'est sûr. Ils sont partout à Vancouver, il y en a beaucoup à Calgary, à Halifax, à North Bay. On retrouve des guichets automatiques Bitcoin dans plusieurs villes. Étant donné que votre entreprise a le mot Bitcoin dans son appellation, on peut utiliser un autre nom. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'appellation Bitcoin. Donc, votre compagnie, c'est en Bitcoin ou en dollars canadiens? J'ai essayé d'ouvrir un compte de banque canadien quand j'ai rempli le formulaire. L'agent a vu le nom de ma compagnie et avant même que j'ai fini de remplir le formulaire, ils ont dit « Désolé, vous ne pouvez pas ouvrir un compte bancaire ici ». Ils m'ont dit qu'ils avaient reçu un courriel du siège social et tous les employés avaient reçu ce courriel. N'ouvrez aucun compte bancaire pour les entreprises Bitcoin. Toute entreprise qui accepte, qui redonne, qui
qui convertit ou qui transfère des bitcoins ne peuvent ouvrir un compte bancaire. Je trouve que c'est très discriminatoire. Mais c'est leur banque et c'est eux qui choisissent leurs clients. Bon, ben OK, merci. Sénateur Massicotte et ensuite le sénateur Bellemare. Merci, Monsieur le Président. J'ai deux soucis quant à l'avenir. Vous avez parlé de l'imposition, pas seulement de l'impôt sur le revenu, mais on voudra imposer toutes différentes et la taxe de vente. Mais passons à l'autre question. Lorsqu'on utilise la carte, il y a un retard de 6 ou 8 minutes si le commerçant veut confirmer la transaction. 6 à 8 minutes pour acheter un paquet de gomme, c'est longtemps quand même, là. C'est beaucoup de temps. Il y a une différence entre le paiement consigné dans la chaîne de blocs ou le transfert du paiement. Tout le monde peut voir le paiement instantanément. On peut voir que Michael vient d'essayer de payer le sénateur Massicotte. Mais pour que ce soit écrit dans le grand livre, bien, ça dépend. Là, ça peut prendre de 30 secondes à 1 heure. Que ce soit consigné ou non dans le grand livre, je peux détecter la transmission sur le réseau, donc je sais que le paiement a été fait. Si, par exemple, vous achetez un paquet de gomme, ça prend 2 secondes, voici la monnaie. Mais si vous achetez une voiture ou une résidence, une maison, bien là, ça prend un peu plus de temps pour garantir que les fonds seront transférés. Oui, vous parlez d'une transaction, mais à moins que vous connaissiez le client, vous voulez attendre le paiement, vous voulez que ce soit autorisé quelque part. Est-ce que ça limitera pas l'utilisation? Pas pour les petites transactions. Si c'est un paquet de gomme ou un café, c'est un risque faible, alors que si c'est une voiture ou une résidence, là, on veut s'assurer que on ait l'autorisation avant d'aller de l'avant avec la transaction. Comme M. Birkeland l'a dit, le temps de confirmation, c'est quand c'est confirmé dans la chaîne de blocs. Mais on sait déjà que le paiement a été fait. La raison pour laquelle on a un mécanisme de confirmation, c'est pour empêcher certaines attaques contre le réseau. Par exemple, le double spendtech, le double spin, c'est envoyer de l'argent puis essayer de défaire la transaction et recommencer avec les mêmes bitcoins à acheter autre chose. Alors, donc, il faut avoir beaucoup d'équipements de minage et il faut qu'il puisse jouer avec les chaînes de blocs et défaire toutes les transactions. Ça coûte très cher. Si vous achetez de la gomme ou un Coca-Cola au dépanneur, vous n'allez pas dépenser des millions de dollars pour pouvoir faire un double spin. Et donc, si vous me dites, je vais vous envoyer 100 millions de bitcoins, ben là, je vais attendre la confirmation. Mais si c'est de la gomme, non. Merci. Sénateur Bellemare, suivi de... Monsieur Babin-Tremblay, vous êtes économiste, n'est-ce pas? Je travaille en finance quantitative. Ah, OK. Ça se rejoint un peu. Je veux juste rediscuter d'un point concernant la masse monétaire des bitcoins. Il y a une formule en économie bien classique, MV égale PQ, c'est-à-dire la masse monétaire multipliée par sa vélocité nous donne le prix plus les quantités produites. Bon. La Banque du Canada, on sait, avec la monnaie fiat, là, imprimée par une banque, quand on augmente la masse monétaire, on peut jouer sur les taux des taux d'intérêt. Bon. Cela étant dit, vous autres, quand on imprime des bitcoins, il y a pas, ça ne joue pas là, sur le coût du crédit, ça peut jouer sur la valeur là, du bitcoin comme tel.
Mais à votre réponse au sénateur Takachuk, vous avez dit, bon, il y a 21 millions de bitcoins, la valeur va tendre à augmenter puisqu'on va prendre, mais il y a aussi le V, la vélocité. Oui. Donc, puisque le bitcoin ne meurt pas, la vélocité est là et elle peut augmenter. Tout à fait. Donc, et plus de gens vont... Donc, c'est la valeur de transaction qu'on va pouvoir faire avec 21 millions, vous ne l'avez pas calculé encore. Bien, c'est un peu ça que je représentais dans la figure numéro 1. Là. Quand on dit le daily transactions, ça se trouve être le nombre de transactions qui ont lieu à chaque jour, en moyenne. On est autour environ de 80 000 transactions par jour au moment où on se parle, ce qui est une augmentation assez marquée, là, pas exponentielle, c'est une augmentation linéaire depuis le début du réseau Bitcoin. Je dirais, là, je pense qu'on a les chiffres pas loin. Là. On voit, là, dans le fond, en 2011, on était à peu près à 5 000 transactions par jour, et puis là, on est rendu aux alentours de 80 000 maintenant. Donc, il y a clairement une relation entre les deux. Là. Je veux dire, la vélocité a une influence sur le prix qui est assez directe. Il y a un besoin d'acquérir des bitcoins pour les échanger. Donc, évidemment, si moi, je dois faire des transactions en bitcoin, il va falloir que je me les procure quelque part. Là. Donc, je dois les acheter. Quand on crée des nouveaux bitcoins, c'est pas dans le cadre de transactions comme ça. C'est le mining. Le mining. Exact. Et ça dépend des coûts relatifs entre la valeur du bitcoin et les coûts de production. Ben oui et non, parce que l'algorithme est conçu de façon à ce que si la difficulté du réseau diminue, en fait, si le nombre de personnes qui minent des bitcoins diminue, la difficulté du réseau va aussi diminuer. Donc, c'est un algorithme qui s'ajuste de lui-même pour produire un bloc environ à toutes les 10 minutes. Puis, il y a une récompense qui est associée à la production de ce bloc-là. Okay. En ce moment, on parle de 25 bitcoins par bloc. Oui. Et puis, ça diminue de moitié à chaque 4 ans environ. Donc, c'est ça. Essentiellement, là, le mining n'est pas nécessairement... Il n'y a pas de facteurs qui permettent, si on veut, de figer le mining là, dans le temps. Ça va toujours être relativement à la taille du réseau, finalement. Ma dernière question, si je peux me permettre rapide, c'est la Chine. Parce que la Chine, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de transactions. Vous avez parlé que c'était des utilisateurs de Bitcoin. Est-ce que ces utilisateurs-là utilisent les bitcoins pour transiger entre eux en yuan ou pour le commerce international? Parce qu'on sait que le bitcoin, c'est pratique pour l'international. Mais là, je me demande, est-ce que les internationaux, les Allemands, est-ce qu'ils veulent acquérir des yuan? Alors, comment ça fonctionne en Chine un petit peu plus rapidement? Évidemment, c'est très difficile d'avoir un big picture d'exactement ce qui se passe. Il faut vraiment littéralement être sur le terrain pour le constater de nous-mêmes. Par contre, ce qu'on peut présumer, c'est qu'il y a une des raisons pour lesquelles on utilise Bitcoin beaucoup en Chine, c'est justement pour les remittances, les mouvements de capitaux à l'extérieur du pays qui sont extrêmement contrôlés par le gouvernement chinois. Donc ça semble être une des premières raisons pour lesquelles les gens pourraient vouloir utiliser Bitcoin. Pourquoi est-ce que c'est si populaire que ça en Chine? Puis il y a aussi le fait que la Chine est quand même un pays qui est c'est encore un gouvernement communiste qui est encore, je dirais, assez autoritaire sur qu'est-ce qu'ils permettent dans le pays. Donc, je pense que c'est un peu une réponse à ce genre de pratique-là du gouvernement là-bas. Les gens utilisent Bitcoin un peu pour se soustraire à certaines pratiques du gouvernement qui seraient considérées comme abusées. C'est une affirmation politique. En quelque sorte. Merci beaucoup. Thank you. Senator Ringett, to be followed by Senator Thomas. Suite à la question du sénateur Black au niveau de vos attentes, de nos recommandations, est-ce qu'on devrait recommander au receveur général du Canada d'accepter comme paiement de la taxe sur les produits et services, impôts corporatifs, impôts personnels, les bitcoins? Do you know if there's another jurisdiction that does that, or? Savez-vous si c'est déjà fait dans un autre pays? Oui. Il y a une ville des États-Unis, malheureusement je ne me souviens pas de son nom, mais les taxes municipales peuvent être payées en Bitcoin et ils payent le chef de police en Bitcoin. Je vous fais mes excuses, je n'ai pas le nom de la ville. Oh, s'il vous plaît, trouvez le nom et envoyez-le à la greffière.
Rapidement, une autre chose, je pense qu'on s'est mal compris, le sénateur Bellemare. Il n'y a pas 21 millions de bitcoins en circulation en ce moment, et seulement 13,3 millions. Est-ce que nous avons déjà eu des banques, une raison pour laquelle ils ne voulaient pas vous permettre d'ouvrir un compte? Parce que ils sont en première ligne. Si vous faites quelque chose de mauvais, c'est eux qui sont pris. Il est possible d'avoir des choses plus précises des banques sur les raisons pour lesquelles elles hésitent. C'est une question à poser aux banques. Elles ont dit s'inquiéter de la source des fonds et du lien avec l'identité. Bien, je peux vous dire que ces problèmes, même si c'est réel, peuvent être réglés. Et je peux vous dire que les banques internationales sont disposées, elles, à accepter les bitcoins. Alors, ce serait donc une question intéressante à poser aux banques. Avez-vous déjà pensé à une caisse d'entraide? Oui. Certaines des plus grosses ne vont pas accepter ce genre de service, mais pas seulement les bitcoins. On a discuté de cela dans l'industrie du bitcoin. Les banques ont inclus également les risques pour leur réputation. Puis ensuite, ils ont dit que c'était en concurrence directe avec leur service. Je voudrais ajouter quelque chose. Ce serait intéressant de voir quand les règlements seront en vigueur, ce qui va se passer. On verra quelles sont les obligations des banques et les entreprises à Bitcoin vont pouvoir respecter les règlements comme tous les autres. Et quand la loi sur le blanchiment de l'argent a été adoptée, il y avait un article sur les MSP. Mais il y a eu un ajustement, une période de croissance, si vous voulez. Il a fallu s'adapter pour réduire les risques. Peut-être que maintenant, on peut leur donner le bénéfice du doute, mais quand les choses seront plus claires, cependant, ce sera intéressant de voir ce qu'elles vont faire. En ce qui concerne les credit unions et les caisses d'économie, ce serait intéressant d'explorer cet aspect au Canada parce que, en général, les transactions bancaires relèvent de la loi sur les banques et il y a des obligations très lourdes à respecter pour être une banque. Ce serait un obstacle, je pense, pour les banques qui seraient basées sur les crypto-monnaies. Bon, au nom des membres du comité, je voudrais dire à tous les membres du panel que vous avez fait des exposés extrêmement intéressants et nous avons beaucoup apprécié vos réponses. Et je voudrais maintenant citer M. Pouliot qui a dit: selon l'expert bien connu Andreas Antonopoulos, je voudrais que tout le monde sache qu'il sera notre témoin mercredi prochain. Ça devrait être très intéressant. Encore une fois, merci. La séance est levée.